Voilà, deuxième partie de notre matinale d'info avec Territoire d'info. L'invité politique ce matin, c'est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Bonjour, merci d'être avec nous. Tout juste rentré des Antilles. Vous avez fait le trajet dans la nuit pour vous interroger ce matin Michaël Zavès, de Public Sénat. Bonjour, le rédacteur en chef politique. Bonjour Michaël et Philippe Mirkovic de Ouest France. Bonjour Philippe, bienvenue dans cette matinale d'info. Vous le savez, qui est présentée avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, les Indés radios, qui regroupent 130 radios sur tout le territoire, et TV5 Monde. Jean-Michel Blanquer, vous revenez donc ce matin même de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de la Guadeloupe, avec le président de la République. Vous avez vu de vos yeux les ravages d'Irma. Nous allons parler après, bien sûr, de l'après-Irma dans un instant. Que peut dire l'homme, Jean-Michel Blanquer, de ce qu'il a vu sur le terrain, sur place ? J'ai vu une société dévastée par un phénomène hors du commun. Comme vous le savez, c'est un des cyclones les plus importants qu'il y ait jamais eu. Donc vous voyez tout simplement des bâtiments défaits, vous voyez des gens abîmés, mais en même temps des gens en train de se ressaisir. Donc c'est un mélange de sensations, puisque vous avez l'impression à la fois d'une terrible catastrophe, mais en même temps d'une société qui est déjà en train de renaître. Donc, il y a un rebond déjà ? Oui, ça se voit. Finalement, le moment où nous arrivons est un moment qui est encore un moment d'urgence, mais qui est déjà le début d'un moment de reconstruction. Et c'était notre travail aussi, d'ailleurs, de faire cette jonction. C'est-à-dire de commencer à dresser des perspectives d'avenir de très court terme, parce qu'il y avait des problèmes immédiats qui se posaient, par exemple pour les questions d'eau, et qui relevaient donc évidemment de certaines compétences, de moyen terme, et puis de long terme, c'est-à-dire que va être Saint-Martin dans les années qui viennent. Et d'une certaine façon, c'était aussi un moyen de se ressaisir. Michaël Zavès. Il y a un fonds d'urgence qui va être mis en place dès la semaine prochaine. Pour vous, pour l'éducation nationale, quels vont être les moyens développés pour aider l'île ? Quelle est l'importance de cette enveloppe budgétaire que vous allez mettre en place ? Alors, c'est des moyens qui sont dont l'enveloppe budgétaire n'est pas définie au moment où je vous parle, mais comme on dit, on met tous les moyens. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est en train de tout simplement répondre à tous les besoins tels qu'ils se posent, qui ne sont pas seulement des besoins matériels. Vous savez, c'est des besoins d'abord, ça a été besoin de réconfort. J'ai eu beaucoup de réunions avec des professeurs, des chefs d'établissement, des personnels administratifs. Il y a toute cette dimension d'unité de la maison éducation nationale et de l'ensemble de l'appareil d'État, d'ailleurs, qui est très important, parce que derrière l'appareil d'État, vous avez des hommes, des femmes qui ont vécu quelque chose d'exceptionnel. Et donc, il y a cette dimension immatérielle qui est en fait encore plus importante que la dimension matérielle. Sur le plan pratique et matériel, vous avez deux dimensions. Vous avez la dimension physique, disons, la sécurité des bâtiments, les futurs nouveaux bâtiments, ce qui est d'ailleurs de la compétence de la collectivité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Et puis, vous avez les moyens humains. Et donc là, ce que nous sommes en train d'organiser, c'est tout simplement des renforts, c'est-à-dire des personnes qui sont capables de venir assurer les enseignements. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin le nombre de renforts potentiels qui pourraient arriver sur place ? Non, parce qu'on fait ça de manière très pragmatique, en fonction du besoin. Et puis, ça n'est pas forcément proportionné au nombre de personnes qui s'en vont. Ça peut être plus, par exemple, ou ça peut être moins à un certain moment. Puisque, en gros, la situation sur le plan de l'enseignement, si vous voulez, c'est qu'on a le court, le moyen, le long terme. Le court terme, c'est, dès la semaine prochaine, commencer un accueil des enfants, des adolescents dans les établissements. Oui, c'est ça. On voulait y venir parce qu'en fait, le gouvernement espère un retour à la normale à la Toussaint. C'est ce qui a déjà été annoncé par le Premier ministre. C'est quand même ambitieux quand on voit les dégâts, évidemment. Donc, est-ce que vous pouvez nous détailler justement les priorités qui sont nécessaires selon vous ? Vous avez raison, c'est très ambitieux, mais il faut être ambitieux au service de la société. Vous savez, l'école, c'est la vie quand même. Hein. C'est-à-dire que la société peut renaître grâce à son école. Quand on interrogeait les personnes dans la rue, quand on était avec le président dans les rues de Saint-Martin, quand on parlait avec la population, les gens, ils vous parlent de l'eau, de la nourriture, bien sûr, et tout de suite après, ils vous parlent de l'école. Parce que les raisons d'être, les raisons de continuer à être à Saint-Martin, les raisons de vivre, passent par l'école. Et donc, vous allez démarrer dès la semaine prochaine un redémarrage des écoles. Oui, mais évidemment pas, si vous voulez, pas exactement comme s'il ne s'était rien passé, ça va de soi. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est surtout comment on fait des écoles, des collèges et des lycées des lieux de vie, des lieux où on peut accueillir les élèves et leurs familles, des lieux aussi où peuvent avoir lieu des débuts non pas de cours, mais de sessions. Parce qu'il y a aussi toute une dimension psychologique dans ce qui s'est passé. On a d'ailleurs une assez bonne connaissance de ce qu'il faut faire après des traumatismes comme cela dans des sociétés qui ont vécu une catastrophe naturelle. Et donc cet accueil va commencer à s'organiser progressivement, pas à pas, établissement après établissement,
à Saint-Martin et à Et Saint-Barthélemy. vous commencerez par les troisièmes, les terminales, c'est la priorité pour ceux qui ont des examens, c'est ça? Oui, alors on va faire quelque chose de spécial pour les terminales en particulier, c'est-à-dire certains d'entre eux vont pouvoir aller en Guadeloupe pour aller à l'internat et donc avoir une année normale, mais pour l'ensemble des élèves... À la charge de l'État? Oui, c'est à la charge de l'État, oui, c'est aussi bien le transport que l'internat. Nous avons débloqué évidemment un fonds social pour cela. Mais les questions d'argent sont au service des finalités qu'on a définies. Et là, ce que l'on a fait, si vous voulez, c'est la remobilisation générale, définir la vingtaine de lieux que sont les écoles, les collèges et les lycées comme étant des lieux de vie, des lieux points de départ, à la fois pour les questions de sécurité et puis pour les questions de vie et de communication avec la population. Il faut vous rendre compte que les moyens de communication sont tombés avec le cyclone, qu'ils se rétablissent progressivement et que donc on retourne à des logiques d'autrefois, si vous voulez, où vous devez communiquer les uns avec les autres de manière empirique. Et donc, de ce point de vue-là, l'école peut jouer un rôle fondamental et on doit, par exemple, rétablir la responsabilité. Ça paraît des choses simples, mais rétablir la responsabilité d'une personne sur chaque lieu pour faire les recensements de professeurs, les recensements d'élèves. Bref, recomposer progressivement la communauté éducative lieu par lieu. Et puis à partir de là, rebâtir une activité scolaire qui sera pleinement mûre au retour des vacances de la Toussaint. Monsieur le ministre, il y a eu beaucoup de fonctionnaires qui sont partis. Un petit peu, pas beaucoup, non, pas beaucoup. Est-ce que vous leur demandez à ceux qui sont partis de revenir sur place? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être mis en place pour cela, à part les renforts dont vous parliez à l'instant? Vous savez, il y a deux principes qui doivent être effectifs dans ces cas-là. Vous avez le principe de continuité du service public, et donc l'État doit être là. Et vous savez, c'est beau à voir aussi, de voir l'État, c'est quelque chose de très concret dans les circonstances exceptionnelles. C'est-à-dire que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit les pompiers, que ce soit le monde enseignant, c'est des personnes qui se tiennent là. Donc il y a une continuité du service public, c'est évidemment ce que je suis venu assurer, c'est-à-dire le service rendu aux uns aux autres. Et puis il y a le principe humain. Il y a des gens qui ont vécu le cyclone de manière totalement traumatisante. Il faut se rendre compte de ce que ça signifie de rester pendant plusieurs heures avec le tout qui s'effondre autour de vous. Donc bien entendu que l'on doit prendre cela en compte, et c'est ce que l'on est en train de faire. Donc pour certains, ils sont en train de se recomposer une santé en Guadeloupe, c'est quelques-uns, et nous sommes en train j'en ai vu plusieurs évidemment, et bien entendu, la plupart d'entre eux veulent revenir ensuite. Pendant ce temps-là, on envoie des renforts, donc on s'organise pour concilier ces deux principes. Voilà, c'est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui est en direct dans cette matinale d'info ce matin. Jean-Michel Blanquer, les syndicats ont rendez-vous avec le Premier ministre tout à l'heure au Sénat. En votre absence, il ne nous a pas échappé qu'il y a eu une grande manifestation contre les ordonnances. D'autres grèves, manifestations sont annoncées, attendues. Est-ce que vous craignez la contagion? Non, je ne crains pas la contagion. Vous pouvez nous assurer que les lycéens, les étudiants n'iront pas dans la rue? Assurer, qui peut assurer des choses du futur comme ça? Non. Mais par contre, j'ai confiance et je vois un climat positif dans le milieu scolaire. Je vois, d'ailleurs, les professeurs étaient très peu concernés par la grève d'hier. Donc non, je pense qu'on a une sérénité, et puis surtout qu'on ne se trompe pas de sujet. L'évolution du Code du travail ne concerne pas spécialement l'éducation nationale. Je ne vois pas ce n'est pas en tête des problèmes soulevés par les organisations syndicales, donc je ne crains pas de contagion, même si bien entendu nous parlons de cela et qu'il faut rester attentif. Mais les retraités qui vont dans la rue, les routiers qui décident de débrayer également, vous ne craignez absolument aucune contagion? Non, encore une fois, comme on ne peut pas s'engager pour le futur, mais à ce stade, je ne peux pas vous dire que je vois une contagion. Puis c'est pas les retraités, les routiers, c'est des retraités, des routiers. Vous n'aviez pas non plus... Mais ni même dans le milieu étudiant. Donc. Alors justement, au sujet de la rentrée étudiante, il restait encore à la fin août 6000 bacheliers sans affectation. Combien sont-ils aujourd'hui? Alors, le processus, comme j'arrive de Saint-Martin, je n'ai pas le dernier chiffre, il change en permanence, puisque on a une dernière session d'APB ouverte jusqu'au 25 septembre. Donc le chiffre doit être quelque part autour de 3000, je pense. D'accord. Donc la date butoir, c'est le 25 septembre, c'est bien ça? C'est le 25 septembre. Engagé à ce que les situations soient réglées. Alors c'est ma collègue Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, qui est évidemment en première ligne sur cette question, même si évidemment c'est avec mon aide, par exemple, pour ouvrir des places de BTS aux bacheliers professionnels. Nous avons eu à faire les pompiers dans cette affaire APB. Nous y arrivons, puisque finalement aujourd'hui, vraiment l'immense majorité des élèves concernés, des étudiants concernés ont pu avoir leur affectation.
parfois de manière plus ou moins satisfaisante de leur point de vue, j'en suis parfaitement conscient. Nous sommes maintenant en situation de faire les architectes, c'est-à-dire d'établir ce que sera la prochaine session. Il n'y aura évidemment plus de tirage au sort comme nous y sommes engagés. Et les choses. Alors justement, la ministre de l'Enseignement du Supérieur y travaille, on le sait bien, mais bien entendu, on imagine que ça se fait aussi avec vous, en association avec vous. Quel serait, selon vous, le meilleur dispositif, justement, pour ces futurs bacheliers ? Alors, ce serait prématuré de vous le décrire, puisque précisément, ma collègue est en train d'en parler avec les différents interlocuteurs. Un avis, on a des grands une principes, si vous approche. voulez. Les grands principes, c'est, pour ce qui me concerne notamment pour l'enseignement scolaire, c'est une orientation bien mieux faite, beaucoup plus en continuum, beaucoup plus en amont de la classe de terminale que ça n'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire une bien meilleure information des élèves. Si vous prenez le cas de ce qui s'est passé là, de l'engorgement qui a eu lieu, un petit peu comme dans un péage, vous avez 3 filières en tension particulièrement, comme STAPS pour l'éducation physique et sportive. Ces choses-là doivent plus s'anticiper par l'information des étudiants sur le contenu des formations, par l'ouverture de formations qui peuvent correspondre aux vrais intérêt des étudiants, des élèves. Donc on doit beaucoup moins laisser les choses se faire un petit peu comme ça, de manière anarchique finalement, et le faire beaucoup plus dans une logique de continuum. Voilà, il y aura évidemment toute une série de mesures que nous allons prendre, mais elles seront annoncées le moment. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous confirmer, par exemple, que la fin du prédicat, vous savez, c'est cet élément de grammaire du groupe verbal qui a un peu fait décrier et notamment beaucoup de polémiques. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que ça sera terminé ? Alors, c'est un symbole. Je pense qu'on ne doit pas être uniquement dans le symbole. J'ai fait, comme vous y faites référence, une déclaration sur ce point. Oui, c'est important de revenir à une grammaire intelligible par tous et à une grammaire qui structure la pensée, c'est-à-dire la structuration de la pensée des enfants. Cela passe par ce qu'on appelle la grammaire de phrase. Sujet, verbe, complément. On va revenir à des mots simples, normaux, si je puis dire. C'est évidemment la tendance que je vais imprimer. Ça ne passe pas que par le prédicat. De façon générale, sur le sujet de la grammaire, si vous voulez, le mot grammaire était presque devenu un mot tabou. On ne l'utilisait presque plus. Je veux qu'on utilise de manière claire et nette le mot vocabulaire, le mot grammaire. Le langage, c'est ce qui est le plus important dans la vie. C'est essentiel, c'est la vie. Ça repose sur 2 choses, des mots et des relations entre les mots. C'est-à-dire du vocabulaire, de la grammaire. Cette chose aussi simple que ça doit être affirmée. Et on doit avoir de la pratique de la grammaire de phrase, c'est-à-dire la capacité d'analyser une phrase dans le futur. Et donc, on n'a pas besoin du symbole du prédicat, vous confirmez donc que ça sera oui, mais terminé. ça passe par des procès. Si je ne veux pas m'attarder spécifiquement sur le prédicat, c'est parce que ça n'est pas le seul sujet et parce que c'est pas, ça ne se décide pas comme ça d'un claquement de doigts. Donc, vous verrez sans doute que des choses en la matière, mais la grande tendance, je vous la donne. Vous faites référence dans votre livre, tout à fait. Alors, vous faites quand même d'autres annonces sur les apprentissages, notamment des mathématiques, de l'histoire. Alors, quand même, c'est un peu surprenant parce que vous avez toujours indiqué qu'il n'était pas question pour vous de réécrire les programmes. Et finalement, d'opérer des ajustements à la marge, en fait. C'était ça, vos mots. Et puis, en réalité, on a l'impression, là, que vous y allez... franchement, c'est un changement de cap. Non, pas du tout. C'est assez difficile de faire passer une approche équilibrée et subtile dans le débat public de nos jours, si vous voulez. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dis très clairement ? Je dis, ce que j'ai dit dès que je suis arrivé. On ne fera pas une grande loi parce que tout ne changera pas par un coup de baguette magique, par juste un texte. Premièrement. Deuxièmement, je ne vais pas faire de zigzag dans les programmes parce que je suis parfaitement conscient que les professeurs, les familles, les élèves sont saturés par ce qu'ils ont vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire des changements continuels. Donc je tiens compte de cela. En même temps, je vois bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc j'essaye de les faire évoluer, d'abord par les acteurs eux-mêmes, en donnant plus de pouvoir aux équipes éducatives, donc plus d'autonomie aux établissements, plus de capacité à décider. C'est ce qu'on a fait pour la réforme du collège, c'est ce qu'on a fait pour les rythmes, mais aussi des ajustements qui permettent de remettre un petit peu les rails à l'endroit, si vous voulez. Et donc, cela ne nécessite pas d'abattre tous les programmes. Il y a des choses qui sont bonnes dans les programmes. C'est juste de faire le distinguo entre ce qui va bien, qu'on ne change pas, et ce qui ne va pas, que l'on doit faire évoluer. Donc il y a des choses qui ne vont pas. Par exemple, les questions de grammaire ne sont pas assez explicites dans nos programmes de l'école primaire et du collège. On doit revenir à avoir des élèves qui sachent lire, écrire, compter, respecter autrui à l'école primaire, et au collège de renforcer et les mathématiques français, aussi, bien évidemment. Et on va le faire. Donc c'est la refonte des mathématiques aussi. Les mathématiques nécessitent... C'est toujours la même idée, si vous voulez. On a besoin d'une pédagogie explicite, progressive, structurée. Il y a des principes pédagogiques de base qu'on ne doit pas oublier, qui sont notamment qu'on va du plus simple au plus complexe.
on a les idées très claires sur ce qui fonctionne sur ce point-là. Donc, je ne dis pas que les programmes tels qu'ils sont actuellement sont à l'inverse de cela. Et encore une fois, il y a des choses qu'on peut se baser sur beaucoup de choses qui sont écrites dans les programmes actuels. Mais on doit, par des ajustements, redresser le tir. Et alors, il y en a d'autres, il y a des éléments, ce que vous disiez tout à l'heure sur le prédicat, qui sont un petit peu symboliques, un peu emblématiques de cela, mais qui sont significatifs de ces changements qu'on va faire. Il y a une question qui intéresse aussi les parents d'élèves, les professeurs et évidemment les élèves. Les vacances de la Toussaint, vous les jugez trop longues. Est-ce que vous allez les raccourcir ? C'est le même sujet que le prédicat. C'est-à-dire que ce n'est pas le ministre qui peut vous dire demain les vacances de la Toussaint changent. Ce que je fais, c'est que sur certains sujets où il peut y avoir une décision immédiate, je les ai pris, j'ai pris ces décisions et ça se voit en cette rentrée. Et puis sur d'autres sujets qui sont des grands sujets de société, puisque les vacances structurent la société française, il est évident que ce n'est pas moi qui, dans mon bureau, va dire les vacances de la Toussaint sont divisées par 2. En revanche, j'ouvre un débat sur ce que j'appelle le temps et l'espace de l'enfant au XXIe siècle. Ça va être un grand débat au cours de plusieurs mois pour prendre en compte toutes les réalités concrètes des enfants et des adolescents d'aujourd'hui. Le temps de sommeil, le rapport aux écrans, tous ces sujets qui sont... Le rapport au téléphone portable aussi. Le rapport au téléphone portable, tous ces sujets... On va les mettre dans des casiers. Alors, je finis juste à intégrer dans une vision d'ensemble. Et les vacances en font partie. Donc, c'est vrai que je juge les vacances de la Toussaint trop longues, mais ça se discute avec beaucoup d'acteurs de la société française, et c'est ce que l'on va faire. C'était juste un symbole de téléphone portable au casier. Vous savez que le président l'a dit pendant la campagne présidentielle. Vous savez que l'exemple que je donne toujours, c'est le Conseil des ministres. Nous laissons nos téléphones portables avant d'aller en réunion dans des casiers. Et on doit maintenant étudier sur le plan scolaire comment cela peut se passer sur un plan pratique. Je reviens sur la Toussaint. Juste après les vacances de la Toussaint, à la rentrée, vous avez demandé la généralisation du dispositif des devoirs faits au collège à partir du 6 novembre. Est-ce que vous pensez que ça sera possible finalement partout au regard des délais qui ont été souvent relevés par les établissements? Et puis surtout, il y a dans cette opération le recrutement de 10 000 jeunes et qu'il faut former bien sûr. Oui, c'est pour ça, si vous voulez, tout est cohérent, je crois. C'est-à-dire, d'abord, c'est typiquement une mesure que je pouvais prendre et qu'on a prise dans les délais les plus rapides. On s'est quand même donné le temps de l'organiser, puisque c'est effectivement au retour des vacances de la Toussaint que cela se passe. C'est d'abord et avant tout les professeurs qui assurent ce dispositif, au travers d'heures supplémentaires. Donc, c'est ce que nous sommes en train d'organiser dans chaque collège de France. Et puis, ces professeurs vont pouvoir superviser d'autres acteurs. C'est les assistants d'éducation dans chaque collège, ils sont nombreux, il y en a 50 000 en France. C'est les services civiques que nous sommes en train de recruter, autour de 10 000. Et ça peut être aussi les associations. Nous ferons de la labellisation, pour être bien sûr d'ailleurs d'avoir des associations de qualité à chaque fois. Et c'est cet ensemble qui va faire ce dispositif appelé Devoir fait, qui va être qui va pouvoir reposer d'ailleurs parfois sur des choses qui existent déjà dans certains collèges, certaines études dirigées, mais en tout cas va permettre une généralisation et une montée en qualité du soutien scolaire gratuit aux élèves. Et évidemment, c'est dans le sens de la réduction des inégalités, dans le sens aussi de hausser le niveau général des élèves. La réussite de tous, c'est évidemment mon objectif. Jean-Michel Blanquer, enfin une bonne nouvelle. Paris a les Jeux 2024. Comment le ministère de l'Éducation va s'impliquer dans cette aventure française ? On va s'impliquer considérablement puisque, vous savez, les valeurs du sport, d'une certaine façon, sont comparables aux valeurs de l'éducation. C'est les valeurs du dépassement de soi, les valeurs de l'esprit d'équipe. Tous ces éléments, c'est justement ce que nous voulons faire passer. Quand je dis respecter autrui, que j'ajoute à lire, écrire, compter, il y a évidemment des valeurs du sport derrière ça. J'observe d'ailleurs que ces valeurs, quand elles sont dans le sport, ne sont discutées par personne et que quand elles sont dans d'autres champs, il y a plus de discussions. Mais le fait est que, au travers de cela, ce que nous voulons, c'est montrer l'importance du corps autant que de l'esprit dans notre vie scolaire. Avec Laura Flessel, nous travaillons déjà depuis que nous sommes au gouvernement ensemble beaucoup sur cette perspective, puisque nous savions qu'il y avait de très grandes chances de gagner. Et donc nous allons développer toute une série d'actions de mobilisation. Vous avez par exemple l'Union nationale du sport scolaire, vous savez ce qu'on appelle les associations sportives du mercredi après-midi, dont le directeur Laurent Petrinka était un des acteurs majeurs importants de la victoire de Paris. Eh bien, ça veut dire que ces associations sportives qui comptent plus d'1 million d'élèves vont être dans cette dynamique de Paris 2024. On va aussi rapprocher davantage les clubs de sport. Je sais que Laura Flessel y tient beaucoup de notre système scolaire. Donc on va évidemment profiter de l'élan et puis de cet optimisme. On dit que la France était en retard dans cette matière par rapport à des pays anglo-saxons, l'implication du sport dans la vie scolaire. Vous le jugez comme tel ? Oui,
Je pense que c'est vrai. Je pense que ça repose sur un problème de nouveau matériel et immatériel. Pas culturel. Si, ce que j'appelle immatériel, c'est le culturel. C'est-à-dire, matériel, c'est que souvent nos établissements n'ont pas toujours été conçus comme devant avoir les équipements nécessaires. On n'a pas toujours cette approche, par exemple, des terrains de sport faciles d'accès, etc. Bon, heureusement, il y a de belles exceptions. Et puis l'aspect immatériel, culturel, si vous préférez, c'est-à-dire qu'on est des cérébraux quand même, souvent en France. Et il faut. Vous avez fêté la victoire dans l'avion du retour hier avec le président ? Alors, malheureusement, ce n'était pas l'atmosphère, pour être très franc. Mais néanmoins, bien sûr, il y a une joie profonde d'avoir eu cette victoire. Voilà, on vous remercie spécialement d'être venu parce que vous avez passé la nuit, enfin ce qu'est votre nuit dans l'avion avec le président de la République pour revenir des Antilles. Merci Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation. Votre interview sera diffusée sur les sites de la presse quotidienne régionale toute la matinée. Merci beaucoup. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Voilà, j'accueille pour le débrief des propos sur ce plateau ce matin en direct de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, tout juste rentré dans la nuit des Antilles. Nathalie Moret de l'Est républicain. Bonjour Nathalie, merci d'être de nouveau sur ce plateau, après être venue en première partie de matinale d'info. Et Guillaume Doyen de la Gazette des communes, des départements et des régions. Bonjour Guillaume, merci, rebonjour d'être avec nous. Alors, il rentrait de Saint-Barthélemy, de Saint-Barth, de la Guadeloupe. Il a dit qu'il y avait un grand besoin de matériel, mais aussi besoin d'unité, d'assistance psychologique, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, sur ce plateau. Ouais. Il a trouvé les bons mots parce qu'au-delà des destructions extrêmement sévères qui ont touché l'île, les îles, il y avait là un grand besoin de réconfort humain. Et je pense que ce qui a été fait par l'exécutif, malheureusement, a été fait avec un petit peu de retard, de décalage par rapport à l'état de désarroi dans lequel se trouvait la population. Là, je dois dire que cette session, cette occasion de se rattraper a été bien saisie et je trouve que le gouvernement, en l'occurrence par la voix du ministre, s'exprime assez clairement et nettement avec les bons mots. Je pense que là, au-delà des réparations matérielles, il y aura un grand besoin de réconfort psychologique. Des lieux de vie sont les lycées, les collèges, qu'il faut avoir pour, au fond, travailler sur ces traumatismes. C'est ce qu'il a dit Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer, il a aussi dit une phrase qui est à mon avis primordiale. Il a dit « l'État est très concret dans les moments exceptionnels ». Et c'est ce qu'il a dit là pendant... vous l'avez interrogé pendant 20 minutes, il a été effectivement très concret. Par exemple, il a dit oui, effectivement, on a répertorié une vingtaine de lieux, une vingtaine d'écoles. De façon des lieux de vie, au fond. De façon très pragmatique. Il faut un responsable ouais. qui compte les élèves, qui compte les enseignants et qui fasse que ces lieux de vie, que ces écoles deviennent des lieux de vie. Il a dit un truc très, très, très fort d'ailleurs. Pour qu'il y ait la vie dans un endroit, il faut qu'il y ait l'électricité, il faut qu'il y ait l'eau et il faut qu'il y ait l'école. Donc là, moi, j'ai trouvé le ministre extrêmement pragmatique. C'est pas un hasard, d'ailleurs, si c'est un des ministres de la société civile du gouvernement d'Emmanuel Macron qui imprime le plus. Dont on dit qu'il réussit le mieux. Là, ce matin, il a été d'une clarté assez incroyable. Il n'a pas utilisé de grands mots pour parler à la fois de ce que l'État est en train de faire à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Pas de grands mots pour expliquer ce que l'État est en train de faire dans les manuels scolaires et au niveau de la grammaire. Il a été concret, il a employé des mots simples, il a été pédagogue. Et effectivement, je pense que c'est ce que les Français attendent de l'action gouvernementale. On fait de manière pragmatique en fonction des besoins. Oui, c'est ça. L'école, c'est la vie, a-t-il dit. C'était sa phrase. Elle est assez belle, elle est assez simple, elle est assez compréhensible. On a senti là une fibre pédago, comme tu l'as noté, qui était assez efficace. Et le discours global, si vous voulez, le discours du ministre ce matin, c'est le discours du concret, dans une matière finalement qui échappe parfois aux familles, qui n'est pas toujours compréhensible quand on parle de pédagogie. C'est très complexe la pédagogie, c'est très complexe les affaires scolaires. Je trouve qu'il a trouvé les mots pour le dire assez simplement, en effet. D'ailleurs, on l'a relancé sur le prédicat, on lui a dit le prédicat, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Il a tout de suite éloigné le terme en disant attendez, ça c'est un symbole, on va revenir au concret. Et puis il a utilisé plusieurs fois, une fois l'expression de on va faire les architectes. Ça, je trouve que c'est quelque chose de concret. On voit qu'il veut bâtir quelque chose dans son ministère.
Et il y a aussi toutes les équipes. C'était assez bien vu de sa part. Alors, il a parlé de l'orientation. Il a dit qu'il voulait privilégier l'orientation tout au long des études. Il dit que c'est sa méthode, au fond, de ministre de l'Éducation nationale. Il dit pas de grande loi, je ne vais pas faire de zigzag dans les programmes, je veux donner plus d'autonomie aux établissements et organiser l'orientation. Ouais, là, il est, si vous voulez, oui, en effet, il en avait déjà parlé, mais là, il est tenu entre une obligation de réformer et l'obligation et la contrainte de ne pas épuiser les enseignants, le corps enseignant, et de ne pas mettre de complexité, de nouvelles complexités. La réforme de l'éducation Fluidifier nationale... les choses. Oui, mais la réforme de l'éducation nationale, ça fait la 40e que nous vivons, si vous voulez. On ne peut pas arriver en disant « je suis le ministre de la réforme ». Tous les ministres sont ceux de la réforme. Et au bout du compte, on ne les compte plus, ces réformes. On ne sait plus où on en est, si vous voulez. Donc là, il arrive en disant « les programmes, oui, ils ont évolué, chacun apporte sa touche, etc. » Mais mon Dieu, les gens, qui comprennent-ils? Et les enseignants, eux, ils comprennent quelque chose, et je pense qu'il a raison de souligner qu'ils en sont un peu là. Donc, il doit réformer, mais il ne doit pas non plus mettre le chambard. Alors, il a expliqué qu'il fallait, au fond, apprendre aux jeunes élèves à refaire des phrases. Et il a eu un moment très important dans cette interview politique, en parlant de la grammaire, en parlant de choses, effectivement, comme vous dites, très concrètes, qu'on attend de la part d'un enseignant, en fait. Il faut revenir au sujet, au verbe et au complément. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que le langage structurait la pensée, que le langage était primordial dans la vie. Il n'y a quand même pas énormément de ministres de l'Éducation nationale qui ont parlé comme ça. Les ministres de l'Éducation nationale, régulièrement, sont interrogés et répondent sur les effectifs, sur des choses comme ça très nébuleuses qui sont qui sont des concepts. Lui, il met la main, il dit sujet, verbe, complément. Alors, ça parle aux gens. C'est vrai ce que vous dites sur les vacances, par exemple, de la Toussaint ou autre. Il dit on va faire de la concertation. On verra après. C'est pas le sujet pour l'instant. Je veux concerter. Oui, il a raison de dire que lui, il les trouve personnellement trop longues, manifestement, mais qu'on ne peut pas changer des dates de vacances comme ça sans interroger un certain nombre d'autres ministres, celui de l'économie, celui chargé du tourisme, etc. Donc il y a plein d'implications là-dedans. Il avait raison de le rappeler. Pour revenir là-dessus, en effet, rappeler que les phrases, du vocabulaire, de la grammaire, des mots et les relations entre les mots, c'était une explication magnifiquement simple à destination des parents ce matin. Voilà ce qu'on doit enseigner. Merci Guillaume Doyen d'avoir pensé aux parents. Voilà. Merci Nathalie Moret. On passe au Zap Monde, ce qui s'est passé dans le monde ces dernières heures avec notre partenaire TV5 Monde. On le regarde ensemble. Pour arrêter ce que l'ONU qualifie désormais de violences excessives contre les Rohingyas dans l'ouest de la Birmanie. Les Nations Unies qui interpellent directement le gouvernement birman. Réuni à huis clos ce mercredi, le Conseil de sécurité demande à la Birmanie de respecter ses engagements humanitaires internationaux. La situation humanitaire est catastrophique. La semaine dernière, il y avait 120 000 Rohingyas réfugiés au Bangladesh. Ce nombre a triplé désormais pour approcher les 380 000. Beaucoup sont dans des campements de fortune. Les femmes et les enfants qui arrivent sont affamés. Dans l'archipel des Keys, un quart des maisons sont complètement détruites et 65% des habitations ont été endommagées. Un bilan terrible qui se découvre au sol, mais aussi depuis les hélicoptères de l'armée américaine qui survolent la zone pour aider ceux qui en ont besoin. Ils étaient environ 200 rassemblés à Trafalgar Square. Ces citoyens européens veulent être défendus contre le Brexit. Des emplois de vendeurs, de directeurs commerciaux ou d'esthéticiennes, il y en a des dizaines à pourvoir à travers la Grande-Bretagne. Mais depuis quelque temps, les annonces comptent une condition précise, posséder un passeport britannique. Cette préférence nationale s'affiche également sans complexe dans les annonces immobilières. Uhuru Kenyatta s'apprête à prononcer son discours de politique générale devant un parlement composé à 2/3 de sympathisants. Le chef de l'exécutif est confiant et fait fi de l'annulation de sa réélection. No matter the political noises that are often loudest, quelles que soient les agitations politiques qui sont souvent plus fortes pendant les élections, je veux assurer chaque Kenyan et le reste du monde que chaque bras du gouvernement est en place et opérationnel. Suite à l'invalidation du scrutin présidentiel le 1er septembre, cette séance a été marquée par un double boycott, celui des juges de la Cour suprême et des membres de l'opposition.
Voilà, fin de notre matinale d'info à partir de 10h30 sur Public Sénat toute la matinée. Une matinée spéciale à l'occasion du 50e anniversaire de l'AGIS, l'association des journalistes d'information sociale, en présence du Premier ministre et des leaders syndicaux. Voilà, dans quelques minutes sur Public Sénat. Merci à tous et à demain.